Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de m'exprimer devant vous ce matin. Je remercie la Banque cantonale pour son invitation. C'est toujours un privilège de s'exprimer dans cette manifestation. Effectivement, nous avons beaucoup parlé de rénovation énergétique depuis ce matin. Et lorsqu'on parle de travaux, on sait, lorsqu'on est propriétaire d'immeubles, que c'est un immeuble locatif, qu'on doit gérer la relation avec les locataires et essayer, si possible, de rentabiliser tout ou partie de ces travaux au travers d'une potentielle augmentation de loyer. Alors, nous vivons dans notre système genevois dans une dichotomie entre le droit du bail fédéral et la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, qui est une particularité de notre canton, même si elle est un peu essaimée. Elle a une sœur à Bâle et elle a commencé à essaimer dans le canton de Vaud. Mais telle qu'elle est formulée chez nous, à l'intérieur de nos petites frontières, elle reste très contraignante. Et c'est pour ce motif que je vais aborder dans ma conférence de ce jour, après quelques mots d'introduction, d'abord l'aspect du droit du bail, pour voir le cadre fédéral qui s'applique, hors droit cantonal. Je m'arrêterai un instant, même s'il est un peu plus théorique par rapport à l'âge des bâtiments, à la problématique des logements sociaux qui sont contrôlés par l'État, soit LGL, soit LUP, et avant d'aborder la question de la LDTR et de conclure. Deux mots d'introduction. D'abord, Madame Savary en a parlé. Le sujet que nous abordons n'est absolument pas théorique depuis la dernière révision de la LAIN, avec la modification de l'indice de consommation de chaleur. Je vous ai mis ici, au milieu de la slide, l'indication qui était évoquée par Madame Savary, mais qui sont les seuils d'intervention de l'État, qui sont assez précis, puisque à 222 kWh par mètre carré par an, il y aura une obligation d'assainissement à partir jusqu'au 31 décembre 2026, mais on descend très rapidement jusqu'en 2030 et en 2031 pour les autres bâtiments. Donc la rénovation, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas demain, parce qu'on voit que les propriétaires institutionnels ont déjà abordé la question, engagé les travaux, ils anticipent. Et je présume et je pense que c'est parce qu'ils savent à la fois la nécessité de respecter les dispositions légales, mais aussi que ces travaux préservent la valeur des bâtiments à long terme et améliorent le bilan ESG. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres propriétaires. Le risque est de se retrouver avant la date d'échéance avec une pénurie d'entreprises ou des prix qui sont extrêmement élevés et donc des difficultés d'atteindre ce résultat. Donc c'est un sujet d'une très grande importance. Quelle est la manière de l'aborder face au droit fédéral? Alors, un petit rappel d'abord au niveau des règles de base, puisque nous sommes dans un pays où la situation des locations est toujours très tendue. C'est un sujet politiquement sensible, on en parle régulièrement, on suit les travaux du Parlement. Nous sommes dans un mécanisme où il y a une protection des locataires contre les loyers abusifs. C'est ce qui est exprimé à l'article 269 du Code des obligations. Si le propriétaire retire un rendement excessif de la chose louée, c'est le principe de base. Puis vous avez des exceptions. Et dans ces exceptions, notamment, vous avez l'exception classique de l'article 269A du Code des obligations à la lettre B, qui autorise des augmentations justifiées par des hausses de coûts ou, et c'est ce qui nous intéresse ici, des prestations supplémentaires du bailleur. Alors cette notion, elle est bien connue par les professionnels, puisque ce sont des éléments qui vont apporter des améliorations ou des plus-values. Ça correspond à des investissements qu'on va faire, à un agrandissement de la chose louée, des prestations accessoires supplémentaires. La règle ici, elle est importante parce qu'elle conditionne ce que je vais vous expliquer par la suite pour les travaux énergétiques, c'est qu'on vise là des travaux qui dépassent l'entretien, c'est-à-dire des travaux qui vont amener des éléments qui n'existaient pas auparavant et qui vont modifier de manière importante des parties essentielles de l'immeuble. Donc on est là dans une situation d'investissement particulier. Cette question est réglée dans l'ordonnance d'application dans la matière sur les baux et loyers qui, depuis 2008, traite spécifiquement des améliorations énergétiques.
Et vous avez ici un extrait de cette disposition, de son alinéa 2, où vous voyez les travaux qui sont visés, où on a les mesures qui vont porter sur l'enveloppe des bâtiments pour réduire les pertes énergétiques, les mesures qui permettent une utilisation plus rationnelle de l'énergie. On peut penser à toutes les mesures de gestion de l'énergie à l'intérieur des bâtiments. Également, les mesures destinées à limiter les émissions. Alors là, on peut aussi se référer au remplacement des installations thermiques fossiles par des installations renouvelables. C'est également le cas de la lettre D. Et puis, vous avez le dernier point qui touche alors plus directement moins l'immeuble que le logement qui est loué. C'est le remplacement d'appareils à très haute consommation énergétique par des appareils plus faibles en consommation d'énergie. Donc, cette disposition est importante et elle a été adoptée avec une volonté claire du législateur fédéral de favoriser l'agenda énergétique de la Confédération. Donc c'est un but qui a été posé. On s'est rendu compte, avant l'adoption de cette norme, que les mesures incitatives avaient relativement faibles résultats et que si on n'abordait pas la question en permettant aux propriétaires de rentabiliser au moins une partie des travaux qu'ils faisaient, on n'avancerait pas. D'où ce pas qui a été franchi pour proposer ces normes, tout en gardant le mécanisme de protection des locataires. Alors, d'un point de vue juridique, cette norme est très intéressante, mais elle fait encore l'objet de discussions. On admet aujourd'hui qu'il y a potentiellement 2 conditions d'application. La première, elle est très claire, je l'aborde dans un instant. La seconde est plus discutée, c'est les conséquences pour le locataire, et notamment la prise en compte des frais accessoires. La première condition, qui est celle des travaux, elle est assez facile à aborder, puisque l'article 14, alinéa 2 au BLF tel qu'il est formulé, pose comme présomption que si l'on fait des travaux énergétiques, ce sont des travaux qui vont amener des prestations supplémentaires. Donc on aborde, vu la nature de ces travaux, et c'est le critère, on prend la nature objective des travaux. J'ai un immeuble qui n'est pas isolé, je viens faire une isolation périphérique, voire dans certains cas de protection du patrimoine, une isolation à l'intérieur des parois, pour améliorer l'efficience énergétique de mon bâtiment. Je change des fenêtres. Alors, on les a en principe déjà toutes changées, mais je passe encore à un autre niveau de fenêtres, j'améliore ma toiture. Tout ça, objectivement, ces travaux-là vont être considérés comme des prestations supplémentaires parce qu'ils rentrent dans ces catégories. Donc cette condition, somme toute, est assez facile à remplir. On prend en considération les travaux et les travaux eux-mêmes démontre les prestations complémentaires sans qu'on ait une preuve énergétique à apporter. Seconde condition, elle est plus délicate, c'est celle de la réduction des frais accessoires. On a une ancienne jurisprudence du tribunal fédéral qui semble restreindre l'application de l'augmentation à la condition que l'on ait une baisse des frais, des charges d'énergie pour le locataire qui compense au moins une partie de l'augmentation de loyer. C'est assez délicat à considérer puisque la charge de chauffage est une chose, mais on ne réduit pas à zéro le coût de chauffage, c'était rappelé ce matin par M. Grandjean, on va restreindre, mais de l'autre côté, les travaux peuvent être extrêmement importants, surtout s'ils s'intègrent dans une rénovation lourde du bâtiment, parce qu'on est à après 60 ans au terme d'un siècle de vie, et puis on doit traiter l'ensemble du bâtiment. Donc c'est déjà discutable dans son principe. Deuxième élément, c'est qu'à mon sens, ça ne respecte pas l'article 269A du Code des obligations, qui ne conditionne pas l'augmentation de loyer liée à une prestation supplémentaire à une baisse de charge. L'article 269A permet une augmentation de loyer parce que le propriétaire a investi de manière substantielle dans son bâtiment. Et puis, si on prend la volonté générale de cette disposition, c'est de favoriser la rénovation énergétique. Si vous commencez à rentrer dans ce type de calcul, vous êtes probablement dans une situation où vous pouvez dissuader des propriétaires de procéder à cette rénovation. Donc il y a aujourd'hui un débat doctrinal sur cette question. On sent qu'une bonne majorité de la doctrine est plutôt favorable à ne pas appliquer cette condition. Ça doit encore être définitivement tranché. C'est une question qui est ouverte. Maintenant, si l'on admet
que la première ou éventuellement les deux conditions sont remplies, quelle est la répercussion sur le loyer? Alors là, l'article 14, alinéa 3, amène un mécanisme relativement compliqué, mais gérable. L'article 14, alinéa 3, va prendre en considération l'installation existante et se dit, voilà, j'ai une installation, quel aurait été le coût de l'entretenir, c'est-à-dire de la remettre en état? Ce serait le coût de l'entretien ordinaire. Ensuite, on a le coût que l'on connaît des travaux d'amélioration énergétique et la différence que l'on va pouvoir prendre en considération pour la hausse de loyer, c'est la différence entre ce montant des travaux que l'on fait et ce montant théorique de l'entretien. Puisque pour avoir prestation supplémentaire, il faut faire beaucoup plus que l'entretien. Donc on déduit cette somme de l'entretien. Alors, il peut y avoir des difficultés pour calculer le montant de l'entretien. On peut essayer de voir ce que coûterait, si on devait remplacer simplement l'installation existante, ce que coûterait en prix catalogue une installation équivalente aujourd'hui pour essayer d'évaluer ce coût. Mais au moins, on a une base de calcul. Et de cette différence à laquelle on arrive, on déduit les subventions éventuelles. Et c'est ce montant, donc le montant des travaux, moins le montant théorique de l'entretien, moins le montant de l'aide, qui va donner le résultat qui peut être répercuté, et de façon intéressante, à 100% sur le loyer, alors que dans la règle ordinaire, normalement, on est plutôt entre 50 et 70%. Donc c'est un mécanisme qui est véritablement intéressant pour le calcul. Reste toujours la limite du rendement excessif, mais là, a priori, dans la mesure où on a investi, on a effectivement pris les travaux, il n'y a pas de problématique. Donc c'est un droit du bail qui est plutôt favorable à la production des travaux. Une remarque en passant, ne sera pas intégrée dans les prestations complémentaires, par exemple la pose de panneaux solaires si on passe à l'autoconsommation. Ça, c'est un grand sujet aujourd'hui pour les bâtiments, notamment les bâtiments d'activité. Si on a des grandes surfaces à recouvrir de panneaux solaires et qu'on a en dessous une activité qui est fortement consommatrice d'énergie, on peut penser à tous les toits de la zone industrielle que nous avons, il est très intéressant pour l'entreprise qui pose les panneaux d'autoconsommer une partie de sa consommation. Maintenant, si on a des locataires, le droit fédéral, je l'ai résumé ici, donne des mécanismes qui permettent de sortir cette problématique de l'électricité autoconsommée du bail. Donc, on va simplement le prévoir dans le bail et on va facturer aux locataires l'énergie qui est auto-consommée de manière à neutraliser cette opération. Voilà pour la règle générale du droit du bail. Maintenant, 2 mots sur le cas particulier des logements soumis au contrôle de l'État. Vous savez qu'on a cette particularité à Genève depuis 2007 d'avoir 2 catégories de logements d'utilité publique. On a les logements historiques qui datent de la loi de 1977 sur le logement et la protection des locataires, qui sont les logements d'utilité publique au sens de la LGL, ceux que j'aborde dans ma première slide. Et puis on a les logements d'utilité publique au sens de la loi sur les logements d'utilité publique, les LUP. C'est une distinction qui va même perturber le tribunal fédéral qui, dans un récent arrêt sur l'initiative populaire qui concernait les coopératives, n'a pas vu cette distinction particulière. À sa décharge, on a créé un système un peu compliqué. Mais ça, c'est propre à notre canton parfois. Donc ici, j'aborde d'abord simplement ce qui est le logement LGL traditionnel. C'est les HBM, HLM, HM-LGL que connaissent les professionnels de l'immobilier. Vous savez que dans ces cas-là, on a un contrôle de loyer de l'État pendant 25 ans. Sur ces logements, qui est la durée usuelle. Et pendant la durée du contrôle, toute hausse de loyer doit être évidemment justifiée auprès de l'OCLPF et fait l'objet d'un contrôle de l'État. Question qui se pose, est-ce que dans ce cas-là, on va appliquer l'article 14 alinéa 2 ? Théoriquement, on devrait. Maintenant, est-ce qu'on va le faire ? On n'a pas réellement la réponse. Maintenant, est-ce que la question est complètement pertinente ? Sachant que la durée de contrôle est de 25 ans, que si aujourd'hui on est en 2023, on remonte donc à 1998, on est dans une période où on a déjà commencé à construire des logements qui étaient moins énergivores. Donc probablement qu'on est dans des bâtiments qui sont dans un cycle de vie où une intervention massive ne se pose pas. Le problème se posera après. Même situation avec les LUP, c'est la même règle, si ce n'est que là, le contrôle est prévu pour
50 ans. Ici, on est dans des logements qui, pour des logements neufs, datent d'après 2007, donc a priori des logements qui vont être HPE, voire THPE, donc problématique énergétique zéro. En revanche, la question pourrait se poser pour les logements anciens que l'État a achetés avec le fonds LUP et a peut-être transmis à des fondations de droit public et qui, eux, parce qu'ils sont anciens, devraient faire l'objet d'une rénovation. Mais là, c'est l'État qui se parle à lui-même ou la fondation de droit public qui parle à l'État. Donc, je suis convaincu qu'ils trouveront une solution raisonnable entre eux. Ce qui nous amène au troisième volet, qui est probablement le plus compliqué, qui est celui de la LDTR, la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, dans sa version actuelle, qui est donnée. Alors, un petit rappel d'abord, parce que c'est compliqué de maîtriser cette loi et de comprendre sa philosophie. Cette loi fait une distinction entre les transformations et l'entretien. Ce que l'on appelle communément les rénovations font partie des transformations. Je vous ai listé ici ce qui est prévu au niveau des transformations. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les deux derniers points. Je vous ai illustrés avec des caractères un peu plus gras. Une transformation, c'est la création d'une installation nouvelle d'une certaine importance, telle que chauffage, distribution d'eau chaude, etc., ce qui est typiquement des éléments qui vont intervenir dans une rénovation énergétique. Alors, dans les exemples classiques, on met en place le chauffage central, parce que vous avez parfois des très vieux bâtiments où on a encore le chauffe-eau électrique, le ballon d'eau chaude individuel dans chaque appartement. Et l'intérêt, c'est à un moment donné de remplacer par une installation centrale. C'est des travaux qui sont appréhendés. Si on appréhende cela, il est évident que le remplacement de la chaudière par une PAC, c'est aussi saisi de la même manière dans le cadre de ces travaux. Mais c'est aussi, et ce qui est important, c'est-à-dire la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie, mais en améliorant le confort. Et ça, c'est un critère qui est absolument décisif, parce que si l'on prend des travaux qui ne sont pas des travaux, ça ne peut être que des travaux d'entretien régulier. Autrement dit, j'ai un immeuble, je le maintiens strictement en l'état. J'ai des tabelles au niveau du droit du bail sur des interventions qui peuvent être de peinture ou d'autres choses. Si je fais mes travaux régulièrement, tout va bien. C'est de l'entretien régulier, je n'ai pas des travaux soumis à autorisation. Mais dès l'instant où je vais commencer à les différer, c'est-à-dire je ne fais rien pendant 25 ans, puis soudain je dis « oulala, il faut intervenir, on fait les travaux en bloc », ça n'est plus de l'entretien. Et si mon entretien va au-delà, je dis « oui, mais ces cuisines, franchement, ces vieux éviers en grès avec l'armoire en bois, typique des logements du début du siècle dernier, que l'on voit encore au centre de Genève. Je dis, mais ces cuisines, il faut vraiment les arranger, on va dépenser un peu, on fait une cuisine un peu équipée. C'est plus de l'entretien, puisque vous améliorez le confort. Vous partez d'une installation sommaire vers une installation plus importante. La LDTR saisit l'ensemble de ces travaux. Donc, tout ce qui va dépasser de l'entretien régulier va devenir des travaux de transformation. Et donc, il est absolument évident ici que dès l'instant où l'on parle de rénovation énergétique, et ne fût-ce que ce qui est abordé dans le dernier point de l'article 14, alinéa 3 au BLF, qui est de dire « je remplace un appareil électroménager énergivore par un appareil électroménager faible consommation ». D'une certaine manière, j'améliore le confort. Alors, vous dire, peut-être, si je prends ma machine à laver qui me faisait ma vaisselle en 20 minutes et que j'ai une de ces nouvelles machines à laver qui vous explique que si vous faites un service en 3 heures, vous allez consommer moins d'énergie. J'ai un tout petit peu de peine à comprendre, mais apparemment, c'est le résultat dans les notes énergétiques. Vous dites, ça n'améliore pas mon confort. C'était plus simple en 20 minutes. Mais quand même, vous avez un appareil de meilleure qualité. Donc, vous avez changé. Et au regard de la LDTR, c'est un élément qui, potentiellement, est abordé. Donc, tous les travaux énergétiques que vous allez envisager vont être abordés, à mon sens, sous l'angle de la LDTR. Et il faut savoir que la LDTR prime, pour la période de contrôle des loyers qui est prévue par cette loi, le droit du bail. Autrement dit, lorsqu'on a des travaux soumis à LDTR, on a l'obligation de demander une autorisation de construire. Donc la procédure simplifiée suggérée par Mme Savary n'est malheureusement pas possible dans ce cadre-là. On doit passer par une demande définitive, voire une APA. Ça passe par le fisc cantonal du logement et de la planification foncière, un contrôle complet et une autorisation qui est accordée avec un contrôle des loyers sur 3, voire 5 ans,
en fonction de l'importance des rénovations. À l'échéance de ce contrôle, le droit du bail, théoriquement, peut être appliqué. On revient dans le droit du bail. Mais pour cette période antérieure, on est dans un régime cantonal. Alors, comment l'autorisation va être accordée? L'autorisation doit remplir 2 conditions. D'abord, il faut un motif, et ensuite, il faut le respect du loyer répondant aux besoins prépondérants. Alors, au niveau du motif, je n'ai pas trop de problème. De nouveau, je vous ai mis ici les hypothèses envisagées, et j'ai mis en évidence ce qui est déterminant. On a soit des travaux qui répondent à une nécessité, soit des travaux de rénovation. Si je suis avec un IDC qui nécessite une intervention et donc un assainissement, à mon sens, on est clairement dans un cas de nécessité. De la même manière, si je dois remplacer l'ensemble des fenêtres, comme on l'a vécu ces dernières décennies, la loi m'impose de remplacer les fenêtres, j'ai une obligation légale, j'ai une nécessité. Ça paraît assez clair. En toute hypothèse, on a de toute façon la clause générale de la rénovation, c'est-à-dire je fais des travaux qui permettent d'améliorer le confort des locataires, des habitants existants. Mais maintenant, ensuite, il faut respecter le loyer, cette notion genevoise du loyer qui répond aux besoins prépondérants de la population en fonction du type de logement, de la taille du logement. Alors, cette notion, elle est précisée dans la loi. Si vous prenez la LDTR, vous avez des montants qui vous sont donnés, notamment un montant maximal de 3 225 et un montant ancien, dépassé. Il faut se référer à l'arrêté que je vous ai mis en dessous, puisque c'est revu régulièrement par le Conseil d'État. Nous avons donc le dernier qui est en vigueur depuis le début 2022. Désormais, le loyer maximum, c'est 3 528 francs la pièce. C'est un loyer à la pièce par an. C'est le mode de calcul. Sachant quand on parle de pièce, c'est une pièce telle qu'elle est définie par le règlement sur le logement et la protection des locataires. Donc c'est une pièce de minimum 9 mètres carrés. Si vous êtes entre 6 et 9, c'est une demi-pièce, qui a un accès indépendant, donc qui est fermé, qui a une fenêtre appropriée, avec des règles de calcul spécifiques, parce que par exemple, si vous avez un salon que l'on doit traverser pour arriver à une pièce, on va déduire un passage d'1 mètre au moins dans ce salon, de la surface du salon, qui est le passage nécessaire pour accéder à la chambre, parce qu'elle n'a pas un accès par un couloir indépendant. Vous avez des calculs assez précis que les professionnels de l'immobilier connaissent et qui font que des logements qui ont peut-être été construits dans les années 70 comme des 3 pièces sont en réalité des 2 pièces et demie ou des 2 pièces aujourd'hui, avec le nouveau calcul RGL et un impact évidemment sur le calcul des loyers. Donc c'est l'État qui va s'assurer de la taille des pièces pour déterminer. Maintenant, une fois que les loyers sont fixés, lorsqu'on fait des travaux, des règles assez précises, puisqu'on ne peut, en principe, pas dépasser 3 528. J'ai mis à la fin de mon exposé, pour mémoire, une slide qui prévoit les cas de dépassement. C'est soit j'ai un logement de luxe, mais c'est une notion que je ne traiterai pas, qui est très à part, soit j'ai des loyers qui dépassent 2,5 fois le loyer aux besoins prépondérants, donc je suis à plus de 8 820 francs la pièce par an. C'est le cas d'un certain nombre d'appartements, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité. Donc si je suis en dessous de 3 528 la pièce par an, je peux amortir, et là on appliquerait le calcul de l'article 14 alinéa 3 au BLF, et augmenter mon loyer, qui serait peut-être à 3 100 francs la pièce par an, jusqu'à 3 528. Là j'ai une marge d'augmentation. Si je suis au-delà de 3 528 francs la pièce, et ce qui est quand même le cas général, je vous rappelle qu'un logement LGL, HLM qui est construit et qui est mis sur le marché, c'est un loyer de 4 800 francs la pièce par an, qui est le loyer cible maximum. Donc loyer LDTR, on vise l'ancien, on est largement en dessous des logements neufs. Donc il est très probable qu'on sera déjà au-dessus de ce seuil de 3 528. Si je suis au-dessus de 3 528, mais en dessous de 8 820, mon loyer est bloqué. Il ne bouge pas. Le principe de la loi, c'est que le propriétaire doit intégrer dans sa diminution de rendement le coût des travaux qui auront été effectués. Et ça vaut aussi, en théorie, pour les travaux énergétiques. Donc c'est un mécanisme qui est tout à fait strict. C'est peut-être l'occasion de rappeler une idée fausse qui circule parfois. Beaucoup de personnes se disent « Oui, mais là, j'ai des logements de plus de 7 pièces et demie, ce n'est pas soumis à la LDTR. »
C'est une notion qui est erronée. Tous les logements, quels qu'ils soient, sont soumis à la LDTR. Les logements de plus de 7 pièces et demie, ça concerne exclusivement la problématique de la vente des appartements loués, voire l'expropriation des logements laissés abusivement vides. Ça n'a aucun rapport avec le champ d'application général de la loi. Donc, ce sont tous les logements potentiellement qui sont concernés. Alors maintenant, pour tenir compte de la problématique énergétique, avec l'avant-dernière modification de la loi sur l'énergie, on a intégré des éléments dans la loi qui donnent des possibilités de hausse qui sont un motif exceptionnel de dépassement. On l'avait déjà pour la protection du patrimoine, maintenant on l'a intégré. Quel est ce motif exceptionnel ? La règle va être la même que l'on soit en dessous de 3528 ou au-dessus, c'est qu'on va prendre en considération, un peu à l'instar de la seconde condition que je vous évoquais tout à l'heure pour le droit fédéral, la baisse de charge pour le locataire. Autrement dit, si j'ai, 150 francs de charge de chauffage par mois et que je descends à 100, le propriétaire peut augmenter le loyer de 50. C'est une hausse supplémentaire. Donc le locataire, il est à 0 en termes de charge. On lui donne un meilleur confort énergétique, il va payer la même chose entre la baisse de charge de chauffage et l'augmentation de loyer. Donc c'est un calcul à faire. Puis un deuxième petit bonus qui est un peu à la discrétion de l'OCLPF, puisqu'on dit clairement si nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Et l'OCLPF est assez protecteur, c'est son rôle des locataires et veille à ce que les hausses ne soient pas excessives. 10 francs la pièce par mois, c'est-à-dire 120 francs par année la pièce d'augmentation de loyer. Donc on est dans des petits montants. Alors, c'est évidemment intéressant, mais il faut les relativiser. Si vous êtes un propriétaire qui a un immeuble locatif, vous connaissez parfaitement votre état locatif, les appartements, vous savez très bien quelles ont été les interventions qui ont été faites sur les appartements. C'est assez facile, dans le cadre de la demande d'autorisation, de demander cette hausse parce que vous produisez l'état locatif, vous avez une connaissance parfaite de tous vos baux, vous connaissez la typologie des appartements, donc elle est identique partout, donc elle peut être vérifiée par le CLPF, il n'y a aucun problème. Ça va passer relativement bien. En revanche, imaginez que vous ayez une très grosse PPE. On a une 60, 70 appartements. PPE qui a un certain âge. Puis la PPE se dit on va faire des travaux de rénovation. Mais il se trouve que dans votre PPE, vous avez une vingtaine de propriétaires qui, par l'effet de l'âge de l'immeuble, les circonstances de la vie, n'habitent plus chez eux et louent leur appartement. Ces appartements sont soumis à la LDTR. Donc si vous demandez l'application de cette hausse, ça signifie qu'il va falloir produire à l'OCLPF un état locatif. Donc les propriétaires, c'est souvent des gens qui sont indépendants, ils louent eux-mêmes ou ils louent par des régies diverses, donc il faut compiler l'information de tous les baux. S'assurer que ces propriétaires, quand ils ont vécu dans l'appartement, n'ont pas par hasard abattu des cloisons, fait des travaux. Ça arrive assez régulièrement. On se dit, j'habite chez moi, je fais un peu ce que je veux, même si théoriquement, il faudrait une autorisation de construire. Oui, mais si on a abattu des cloisons, ça change le nombre de pièces. Donc ça change le calcul. Le CLPF doit pouvoir vérifier le nombre de pièces pour pouvoir appliquer les 10 francs à la pièce par mois. C'est une obligation légale. Vous pouvez rentrer dans une usine à gaz absolument infernale avec une nécessité de rechercher, d'obtenir des informations et d'être dans une complexité telle qu'il est probablement plus intéressant de renoncer à ces 10 francs par mois en se disant c'est plus simple d'accepter le blocage et puis au terme du blocage, dans le cadre des relocations, on augmentera éventuellement les loyers puisque vous savez que la plus grande proportion de hausse de loyer intervient dans le cadre de la rotation des locataires, ce qui est un facteur extrêmement important. Donc, une LDTR qui est très contraignante, qui probablement n'est pas un frein aujourd'hui à la rénovation énergétique pour les propriétaires institutionnels, d'une part parce qu'ils peuvent bénéficier de cette petite hausse et d'autre part parce qu'ils ont généralement une vision patrimoniale à long terme et que le calcul qui est fait est de se dire mon bâtiment, il date des années 70, 80,
qui sont les années les pires au niveau énergétique. De toute façon, il est en fin de cycle de vie. De toute façon, je dois faire une rénovation complète. Donc, de toute façon, il faut passer aux standards. J'ai en plus besoin d'intégrer ça dans mon bilan ESG et je ne peux pas me permettre de ne pas avoir un bâtiment qui est à la norme, la meilleure norme énergétique possible, parce que sinon, ça veut dire que demain, ou même déjà aujourd'hui, il va être dévalorisé. Donc, je pense que pour les institutionnels, c'est un système qui est gérable. Pour des propriétaires indépendants, pour des PPE, pour d'autres petits immeubles, ça peut être sensiblement plus compliqué et difficile. Alors on peut se dire, très bien, je ne demande pas la LDTR, je verrai après, ou j'essaie de travailler avec la LDTR, c'est un choix. En tout cas, c'est une mécanique qui n'est pas forcément favorable. Tout ceci m'amène, donc c'est des questions que je vous mentionnais, que j'ai déjà évoquées, à ma conclusion, également avec quelques minutes d'avance, comme ça nous gardons la tradition des orateurs de ce matin, pour vous dire qu'on a une absolue nécessité d'appliquer ces rénovations énergétiques. Je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui, on sait que ça doit être fait. Il y a une obligation légale qui est aujourd'hui en place et qui impose ces rénovations et impose surtout de ne pas attendre si on ne veut pas être pris de court. Mais vous avez un cadre légal aujourd'hui qui reste, en tout cas pour le logement, compliqué à appliquer, mais qui malheureusement ne va probablement pas évoluer compte tenu de la sensibilité politique de la question. On le voit avec la hausse des taux qui a été évoquée ce matin et l'impact potentiel sur les loyers. On voit la sensibilité politique sur cette question. Un changement fondamental ne me paraît malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue que vous avez, pas prévisible ou possible. Il va falloir donc travailler avec les instruments qui existent et les utiliser de la meilleure manière possible. Mais c'est que le début de l'histoire, parce que la prochaine, ce qui sera intéressant, c'est la problématique des matériaux de construction qu'on va utiliser, du traitement du carbone dans les travaux de rénovation notamment. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle n'est pas encore complètement abordée par le législateur, à part les 2 nouvelles dispositions de la LCI qui ont été adoptées. Mais ça sera un très beau sujet de conférence pour une autre fois. Merci beaucoup.